Bonjour à tous, émission spéciale sur ODD TV, Marc-Alexis Roquejoffre en votre compagnie. Je suis très heureux d'être avec vous et en compagnie d'Arnaud Poissonnier, un compatriote français. Merci à lui d'être avec nous. Il est en visite officielle à Lomé du 2 au 5 mai pour le Forum international de l'intermédiation et du numérique et de l'innovation. Il a fait une halte à Cotonou. On en profite. Merci, bonjour Arnaud. Merci à toi. Je dis on en profite Arnaud parce que vous êtes le fondateur du premier gros site de crowdfunding en Europe, Babylone, qui a explosé très rapidement. Cette idée vous est venue après avoir lu un article aux États-Unis. En fait, il s'agit, et je prends mes notes parce que on sait tous ce que c'est que le crowdfunding, mais c'est un petit peu difficile à dire. Dans la définition, c'est la désintermédiation numérique. Dit autrement, c'est la capacité que l'on a à s'insérer dans un système économique qui existe, histoire aussi de prendre au passage des dividendes. C'est ça ? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans la remarque. Effectivement, moi j'ai eu la chance en fait de découvrir le crowdfunding à ses toutes premières heures en France, en tout cas. C'était en 2008. Où j'ai découvert effectivement donc aux États-Unis la première plateforme de crowdfunding qui a eu l'idée d'utiliser le crowdfunding, c'est-à-dire vous savez ces plateformes internet qui permettent à la foule, the crowd, la foule, donc de financer par la multiplication de petites sommes investies des projets en France, partout, à l'autre bout du monde, etc. Et moi j'ai découvert la déclinaison du crowdfunding dans l'univers du microcrédit. Je ne suis pas une plateforme de crowdfunding comme une autre. Et quand j'ai découvert ça en 2005, j'ai découvert le site Kiva, qui est le premier à décliner le crowdfunding dans l'univers du microcrédit. Avec pour logique de dire, on va proposer aux internautes de venir sur le site découvrir plein de petits projets de micro-entrepreneurs, ces fameux bénéficiaires de microcrédit partout dans le monde, et on va proposer aux internautes de les financer par une forme assez originale qui est du prêt, et avec leur carte bleue, prête de l'argent. Et nous, on a lancé ça en France avec Babylone. Voilà. Vous avez une très belle expression pour parler des prémices du crowdfunding, c'est faire se rapprocher ceux qui ont beaucoup d'argent avec ceux qui ont des projets. C'est magnifique, je trouve, comme image. C'est le numérique qui permet ça. Aujourd'hui, dans le monde, il y a près de 100 000 plateformes de crowdfunding qui sont sur plein de métiers différents. On connaît les grands sites comme Kickstarter, ce qu'on appelle le don récompense, qui permet avec des petites sommes de donner de l'argent à un projet en échange de quoi on reçoit une récompense, un produit acheté à l'avance, un t-shirt, etc. C'est le don récompense. Il y a un énorme univers de ce qu'on appelle le crowdlending, c'est le crowdfunding de prêt, où là on donne pas, on prête de l'argent à une entreprise, un peu comme une banque quelque part, et on va être rémunéré en retour. Et le troisième grand métier, c'est le crowdfunding d'investissement, où on peut investir en quelques clics au capital d'une start-up. C'est les trois grands univers du crowdfunding. Et ça a pris un essor considérable, plus de 100 000 plateformes, c'est plus de 1000 milliards de dollars de potentiel de financement sur ces plateformes de crowdfunding, c'est assez étonnant. Alors, le crowdfunding existe, il existe aux États-Unis, il existe en Europe. Est-ce qu'il commence à exister en Afrique ? Est-ce qu'il commence à se développer en Afrique de l'Ouest, notamment ici au Bénin par exemple ? Alors, il a du mal. Il a du mal pour plusieurs raisons. La première raison, qui est une raison réglementaire, est que deux des métiers du crowdfunding n'arrivent pas à se développer, notamment en Afrique de l'Ouest, sous la réglementation UMOA, etc. C'est le crowdfunding de prêt pour prêter à des entreprises et le crowdfunding d'investissement pour investir au capital d'entreprise. Ça ne démarre pas pour une raison très simple, c'est que la réglementation ne le permet pas. La réglementation de la zone ne le permet pas, alors qu'on voit par exemple en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, où ces techniques qui sont absolument fabuleuses pour permettre à des jeunes entrepreneurs, des entreprises matures de se financer, on le voit dans l'Afrique du Sud et à l'Est, ça commence à développer. Tout ce qui est Afrique de l'Ouest, malheureusement pour des questions réglementaires, ça ne marche pas. Et le troisième, donc, qui est l'outil de don récompense, on commence à voir émerger effectivement certains financements de projets sur la zone Afrique, mais ça reste très très modeste. Ça reste très modeste pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il y a une culture du numérique qui n'est pas aussi forte que dans les pays développés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le crowdfunding de dons récompense est une technique très particulière qui consiste pour un porteur de projet, quand il a son projet et qu'il le met en ligne, que son projet est accepté par une plateforme de crowdfunding, à mobiliser de l'argent autour de lui. Et ça, c'est pas toujours évident.
parce que en termes de solvabilité, hein, quand je suis un jeune Africain ou un jeune Béninois qui veut lancer son projet, je n'ai pas forcément autour de moi un très gros réseau de personnes qui sont solvables et capables de mettre beaucoup d'argent dans mon projet. Et donc il y a les limites de l'acculturation, les limites de la capacité autour de moi qu'ont mes proches, mes amis, etc. à mettre de l'argent dans mon projet. Donc du coup ça démarre vraiment très timidement. On a beaucoup pensé, et je reste convaincu que le potentiel du crowdfunding est très très puissant avec les diasporas. Mais là, on se retrouve à nouveau confronté à des problèmes de réglementation, puisque des gens qui sont en Europe et qui voudraient financer un projet au Bénin par une plateforme de crowdfunding n'y arrivent pas, tout simplement parce que les plateformes de crowdfunding européennes n'ont pas le droit de virer de l'argent dans les pays d'Afrique, par exemple. Donc il y a beaucoup de contraintes qui font que ce métier a du mal à émerger. Il faut absolument que les autorités nationales et de la région s'emparent du sujet pour faire voter ou décider ou des textes qui permettent le développement du crowdfunding. Le Maghreb est en train de le faire. La Tunisie se dote d'une loi. Moi, je participe au déploiement de la loi crowdfunding en Tunisie. Le Maroc fait la même chose. Donc là, il y a un problème de retard à l'allumage. Je plaide sans cesse pour dire, surtout, il y a urgence à ce que l'Afrique de l'Ouest se dote de réglementations qui permettent de développer le crowdfunding. Vous nous retrouvez sur ODD TV, nous sommes avec Arnaud Poissonnier, fondateur de la plus grosse plateforme de crowdfunding de France qui s'appelle Babylone. On a parlé avec Arnaud Poissonnier de crowdfunding. Je voudrais revenir donc sur ma première question, une partie de ma première question. Arnaud, la désintermédiation numérique, je continue à lire mes notes. Personnellement, j'ai du mal à me le mettre dans la tête, même si je comprends effectivement le système et le concept. Alors on le connaît aussi, ce concept, à travers Uber, pour les voitures, à travers Booking, pour choisir son hôtel, son restaurant, ses vacances. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous insistez pour que de nouveaux entrepreneurs béninois, africains, puissent s'insérer à travers ce concept dans une logique de conquête de marché. Oui, clairement, hein, c'est l'économie collaborative, hein, plus largement. C'est l'idée selon laquelle, quand vous avez des personnes qui sont en capacité, en maîtrise d'offrir à d'autres un bien ou un service, et qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce bien ou de ce service, qu'il suffit de faire une plateforme numérique qui ne coûte pas cher à fabriquer, hein, à produire, pour connecter ces deux populations et leur permettre de faire des transactions entre elles. Hein. Et effectivement, l'exemple de Airbnb qu'on connaît tous, hein, par exemple, où vous avez des gens qui ont des appartements à mettre à disposition et d'autres qui en ont besoin, elles se rencontrent par une plateforme et du coup, elles n'ont plus besoin de passer par l'hôtellerie. Et c'est ça ce que j'appelle moi la désintermédiation numérique, c'est dire d'un seul coup, on va se permettre de se passer de l'hôtellerie juste parce que le numérique permet à des gens qui ont des appartements de se mettre en connexion avec des gens qui en ont besoin. Alors on va rétorquer que ça fait perdre des emplois. Alors en fait, on a l'impression que quand on regarde comme ça intellectuellement, en fait pas du tout. On s'aperçoit que dans tous les pays développés où tous ces concepts d'uberisation, hein, d'économie collaborative se sont développés, ça ne s'est pas fait au détriment des anciens secteurs de l'activité, hein, les taxis aux États, à New York, il y a toujours autant de taxis jaunes alors qu'il y a 70 000 Uber maintenant. Les hôtels se portent toujours aussi bien alors qu'il y a Airbnb, etc. En fait, on a eu peur au début. Mais en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que plutôt que de casser un marché, hein, on appelle ça aussi des barbares numériques, parce qu'on avait l'impression qu'ils allaient tuer des secteurs entiers de l'économie. Et en fait, non, ça complète. On s'aperçoit que ça crée des nouveaux marchés, ça crée des nouveaux usages. Ça permet à des populations qui ne prenaient jamais le taxi de se mettre à prendre le taxi parce que c'est moins cher, c'est plus facile à utiliser, etc. Ça permet à des gens qui n'iraient jamais dans des hôtels de luxe. Et ça challenge aussi, entre guillemets, les sources traditionnelles. Évidemment, on l'a vu sur les taxis. Hein, les G7 à Paris sont devenus merveilleux alors qu'ils étaient dégueulasses, pas aimables, etc. etc. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ça élargit le métier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une notion qui me tient à cœur, c'est ce que j'appelle l'empowerment numérique. Toutes ces plateformes, on les retrouve dans tous les secteurs, que ce soit la vente de biens et services, que ce soit l'expertise comptable, que ce soit la communication, que ce soit l'offre de freelance, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à toutes ces plateformes, n'importe quel d'entre nous peut devenir entrepreneur dès lors qu'il a une idée, en maîtrisant toute la chaîne de valeur de l'entreprise de A à Z en passant par ces plateformes. Alors là, on est bien au cœur de l'ODD 9. Vous savez que notre chaîne s'appelle ODD, Objectif de développement durable. L'ODD 9 sur la question des innovations, ce sera le mot de la fin. L'innovation, elle passe par le numérique en Afrique.
Pas uniquement, mais je pense qu'on est au début de ce mouvement. Je pense qu'effectivement, le numérique a un très gros rôle à jouer dans le développement en Afrique, ne serait-ce que parce qu'il permet une émergence de l'entrepreneuriat individuel, mais dans des proportions qu'on a vues en Europe qui sont absolument colossales. L'explosion des startups en Europe, l'explosion des freelances en Europe, aux États-Unis, etc. C'est dû à quoi? C'est dû à la volonté qu'on a chacun d'être libre dans la création de notre propre emploi, mais c'est dû aussi et surtout grâce au numérique. Et ce mouvement arrive sur l'Afrique. Il n'y a pas de raison que toutes les plateformes d'autonomie, de travail, d'empowerment, d'économie collaborative n'arrivent pas, et elles commencent d'ailleurs à arriver. On commence à voir des plateformes de taxi, de logement, etc. Bien, quand tous les métiers seront baignés de ces plateformes, eh bien, ça permettra une explosion d'entrepreneuriat en Afrique, j'en suis absolument convaincu. Merci beaucoup Arnaud Poissonnier d'avoir été notre invité. Merci de l'honneur que vous avez fait à ODD pour cet entretien.